pour notre apéro-théâtre, le dernier épisode de L'Homme hanté de Charles Dickens. De retour chez les Tetterby. Allons, voilà assez, dit Mr. Tetterby sur un ton rude. Au lit. La chambre est suffisamment petite et incommode sans vous, dit Mrs. Tetterby. Au lit. Mais la main de chaque petit Tetterby s'était levée sur les autres petits Tetterby, et jusqu'à la main de Johnny, le patient, le dévoué, l'endurant Johnny, qui se leva sur le bébé et choisit méchamment le défaut de la cuirasse où une claque se ferait bien sentir pour claquer tout de bon cet énorme chérubin. Pourquoi que les dents y percent pas au lieu de m'ennuyer? Je vais me faire soldat, pas de bébé à l'armée. Mrs. Tetterby, qui était arrivée pour corriger le rebelle, se dressa contre son mari. Que ne suis-je à l'armée, moi-même? Ici, je suis une esclave de Virginie. Quelques vagues associations, avec leur infructueuse tentative d'associer le commerce des journaux à celui du tabac, lui avaient peut-être suggéré cette remarque exaspérée. Pas un jour de répit, pas le moindre plaisir. D'un bout à l'autre de l'allée, mais qu'est-ce qu'il y a? Brailler encore celui-là, et toi? Pourquoi restes-tu planté là, Dolphus? T'as rien de mieux à faire? Je me soucie pas de faire grand-chose. Plutôt que de rester à rien faire, tu ferais encore mieux de lire ton journal. Qu'est-ce qu'il y a donc à lire dans le journal? Les affaires, les crimes, les nouvelles. Ça m'intéresse pas. Que m'importent les gens ou ce qui leur arrive. Quelle qualité ai-je pu lui trouver? Marmotta Mrs. Tetterby. Pour sûr, si j'ai pu lui en trouver une, elle a disparu aujourd'hui, parce qu'il a l'air vieux et usé. J'y pensais hier soir après le dîner, se disait à lui-même Mr. Tetterby. Elle est grasse, elle vieillit, elle soutient pas la comparaison avec les autres femmes. Il est ordinaire, il n'a pas bon air, il est petit, il est chauve, et il commence à se voûter. Quant aux enfants, ils finiront par me tuer. Les pauvres gens ne devraient pas avoir d'enfants. Ils nous donnent aucune satisfaction. Ainsi devisait aimablement l'heureuse famille Tetterby en allant se coucher, tandis que l'homme hanté se hâtait de regagner son logis. Mais en montant sur le palier, il vit une porte entr'ouverte et un vieil homme de ses voisins de palier l'attirer à l'intérieur près d'un lit où était couché un homme à l'agonie. Les vices de ses 40 ou 50 années d'existence l'avaient flétri en le marquant à ce point qu'en comparaison, la figure du vieillard paraissait avoir été embellie par la pesante main du temps. Voilà mon fils Georges, mon fils aimé Georges, qui faisait l'orgueil de sa mère. L'homme hanté eut la tentation de fuir. La mémoire de ce vieillard doit être un tel tissu de chagrin et de misère que je ne puis être effrayé ce soir de l'ébranler. De pareils souvenirs sont-ils si précieux que je ne puisse les effacer? Non, tant pis, je reste. Père, murmura le malade. Mon garçon, mon fils Georges. Tu viens de dire que j'étais le préféré de mère, il y a longtemps. C'est affreux de penser au passé aujourd'hui. Non, pense-y. Ne dis pas que c'est affreux. Pour moi, ça ne l'est pas, mon fils. J'ai beaucoup de chagrin quand je pense à ce temps-là, mais ça me fait du bien. Tu fus un enfant, tu jouais avec les autres le soir avant de te coucher, de t'endormir, tu tenais ta mère embrassée. Et lorsque tu as mal tourné, ces souvenirs si tristes qu'ils fussent pour sa mère et moi te donnaient encore prise sur nous. Quel temps perdu depuis! Quelle vie gaspillée! Je suis tellement navré, monsieur, dit le malade en faisant signe à l'homme hanté de s'approcher pour s'agripper à sa manche. Si navré de voir mon pauvre père, penser à toutes les peines que j'ai causées, tous les torts, tout le chagrin qui me sont imputables. Il a câblé, occupez-vous de lui, monsieur. Mais alors, il porta une main errante à son front. Sa physionomie se mit à changer, durcir, s'assombrir et perdre toute expression de douleur. Ah, puis le diable vous emporte quand j'en ai à faire. J'ai vécu sans peur, j'entends mourir de même. À ces paroles, le visage du vieillard se mit à grimacer. Où est donc mon fils? Mais il est là. C'est pas mon fils, un pareil misérable ne peut se dire mon fils. Ne jamais s'être occupé de son père. J'ai 87 ans, monsieur. T'as fait ton temps. Et moi, comment que tu t'es occupé de moi? J'ai 87 ans. C'est pas mon fils. Où est donc mon fils? Mais il est là. Pas mon fils. J'ai 87 ans, je me souviens pas d'avoir été jamais contrarié par quoi que ce soit. Je vais pas commencer maintenant à cause de celui qui se dit être mon fils et pas mon fils. Tiens, je me rappelle une fois. Non,
dont je me rappelle plus. Et je m'en moque du reste, je m'en moque éperdument. L'homme hanté s'enfuit. Il s'enfuit épouvanté jusqu'à son logis dont il ferma la porte à double tour. Et là, l'attendait, assis dans son fauteuil, son double, impassible et silencieux, les yeux fixés sur lui. On entendait dans le lointain la musique de Noël qui passait. Le fantôme était blême, comme jamais, lorsqu'il s'adressa à l'homme hanté. Ô toi qui as renoncé aux souvenirs, sache que les chagrins et les offenses, les peines qui touchent l'âme, offrent aux humains des éléments de comparaison et leur permettent d'avoir des relations qui les humanisent. Tout dans ton être solitaire est un désert aride, tout dans l'homme privé de souvenirs est un désert aride. Malheur à cet homme, malheur, 10 fois malheur à la nation qui comptera par centaines, par milliers des monstres comme celui-là, privé de souvenirs, privé de compassion. Il n'est pas un de ces êtres, pas un seul, qui ne sème une moisson que l'humanité devra récolter. De chaque graine de mal que tu sèmeras, lèvera un champ de ruines qui sera moissonné et engrangé et ressemé en maint lieu de la terre partout, et tant qu'il provoquera un second déluge. Voilà ce que tu as choisi d'être. Et cela, c'est toi qui l'as choisi. En disant ces mots, le fantôme se leva, et l'homme hanté s'écroula à sa place en murmurant « Je vous en supplie, rendez-moi à moi-même, rendez-moi à moi-même !» Mais le spectre était parti. On entendait seulement le vent qui grondait dans la cheminée, et tantôt susurrait, et tantôt hurlait dans la maison, et l'ombre de la lampe sur le mur, scarabée monstrueux, figé parmi une foule de formes spectrales que suscitait la vacillation des flammes sur les objets qui l'entouraient, et la flamme rouge de l'âtre, remuant ses lèvres minces comme s'il parlait, mais aussi muet que la tombe. À votre santé. L'Echaim, na zdrowie.